Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mais l'autoroute, non seulement on sait à quoi ça sert, mais combien ça coûte. Et oui, de temps en temps, il faut quand même se poser la question. Et là, il y a eu effectivement en tout cas un brûlot, en tout cas une bombe, je ne sais pas, on l'appelle comme on veut, mais il y a quand même l'hebdomadaire Marianne a publié il y a quelques jours, c'était samedi dernier, je crois, a publié ceci. 2 enquêteurs ont dit, voilà, ils parlent du plan de relance autoroutier de 2015. Je rappelle rapidement qu'en 2015, le gouvernement avait négocié un plan de relance autoroutier, le PRA, un vaste programme de travaux d'aménagement des autoroutes pour un montant total de 3,2 milliards d'euros auprès des sociétés concessionnaires de Vinci, Eiffage et Albertis. Alors, il y avait un coup de pouce de 9 milliards d'euros. Les entreprises privées auraient vu leur concession prolongée pour une durée de 3 ans, etc., etc. Et qui participait à ces négociations ? À l'époque, je rappelle 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, son directeur de cabinet Alexis Kohler, qui est aujourd'hui secrétaire général du gouvernement, de l'Élysée, pardon, pas du gouvernement, et ainsi que Ségolène Royal, qui était alors ministre de l'écologie, et sa directrice de l'époque, qui n'était autre qu'Elisabeth Borne, l'actuelle première ministre. Alors, que disent, juste quelques mots, les journalistes de Marianne ? Il dit, écoutez, il y a un problème, est-ce que le gouvernement aurait, parce qu'on est au conditionnel, aurait commis un faux pour protéger Emmanuel Macron, Alexis Kohler et Elisabeth Borne ? Parce que, voilà, il y a eu effectivement un programme de 3,2 milliards de travaux, et les journalistes de Marianne disent, mais aucune étude préparatoire. En tout cas, pour bien, éditeur de Sud Radio, bien poser le problème, Claire Landais, haute fonctionnaire de la SGG, a dit ceci, après de multiples recherches, aucun rapport détenu par les services de l'État entre 2013 et 2015 ayant servi à l'élaboration des avenants au contrat de concession autoroutière n'a été identifié. Aucun rapport, pour des sommes s'élevant à plusieurs milliards de dollars. Bonjour monsieur le sénateur, bonjour Vincent Delahaye. Bonjour André Perkov. Vous êtes vice-président du Sénat, vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur la régulation et l'évolution des concessions autoroutières. Alors, pour revenir au fond, est-ce qu'il y a eu des rapports ou pas ? Parce que c'est vrai que cette enquête des journalistes de Marianne sème, c'est le moins que l'on puisse dire, au moins le trouble. Mais mais on parle évidemment au conditionnel en concernant l'information, mais au fond, cette concession des autoroutes, parce qu'au-delà de ça, beaucoup, à droite comme à gauche, l'ont contesté en disant pourquoi l'État a-t-il abandonné les autoroutes, pourquoi n'a-t-il pas gardé ? Après tout, tout cet argent qui est déversé aurait pu remplir les caisses de l'État. Dites-nous, Vincent Delahaye. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Donc, d'abord, les rapports. Nous, on n'a pas eu de rapport sur le protocole de 2015 qui intégrait le plan de relance autoroutier dont vous avez parlé de 3,2 milliards. Oui. Nous n'avons pas eu de rapport ni de note particulière. Ce qui est quand même étonnant, quand même, non ? C'est très étonnant, puisque le protocole lui-même, il a mis du temps, en fait, à être rendu public. Oui. Il a fallu des interventions de militants écologistes et d'autres pour obtenir la publication de ce protocole, ce qui est quand même pas normal. Oui. Et Ségolène Royal a déclaré en audition qu'elle ne connaissait pas le contenu avant d'avoir vu dans la presse. Ah oui, c'est intéressant. Elle était ministre à l'époque. Voilà, elle était ministre, Elisabeth Borne était sa directrice de cabinet, et elle a signé sans connaître le contenu. Et c'est vrai qu'on a du mal, en fait, à connaître en fait les éléments de la négociation qu'il y a pu y avoir entre le gouvernement de l'époque et les sociétés d'autoroutes, et qu'après coup, quand on regarde, on s'aperçoit qu'en fait la compensation est nettement favorable aux sociétés d'autoroutes. Donc les 3 ans supplémentaires, les 3 ans de contrats supplémentaires rapportent beaucoup plus que les 3,2 milliards de dépenses qu'ils devaient faire en investissement. Est-ce qu'on a eu une idée, justement, monsieur le sénateur, est-ce qu'on a une idée de ce que ces 3 ans supplémentaires ont rapporté ou rapportent par rapport aux 3,2 milliards ? Est-ce qu'on a une idée du montant ?
Bah écoutez, de mémoire, c'était à peu près 4 milliards de plus que les 3 milliards d'euros, donc ça devait faire autour de 7 milliards d'euros. Ouais, c'est pas mal. Donc ça fait pas mal. Ouais. Et comment expliquer alors où on en est par rapport à ça? Comment expliquer cette opacité? Parce que c'est non, mais je veux dire une somme, un plan d'investissement aussi fort et sans rapport y afférent, c'est quand même plus que troublant. Malheureusement, c'est un sujet, les autoroutes, alors on commence à en parler beaucoup et je vous remercie d'en parler, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a eu un peu d'omerta pendant de longues années parce que personne ne veut en parler, que les sociétés d'autoroutes considèrent qu'elles ont des contrats dont il ne faut pas toucher une seule virgule. Ouais. Du coup, c'est un sujet où la transparence ne règne pas. Ouais, et vous voyez, il y a une récente question du gouvernement au Conseil d'État sur la possible réduction éventuellement de la durée des contrats. Mais cette question, en fait, n'a pas été rendue publique. Donc, en fait, on ne la connaît pas. J'espère que la réponse du Conseil d'État sera rendue publique. Mais vous voyez, il y a un manque de transparence. Et en démocratie, la transparence, c'est quand même la base. Vous avez tout à fait raison. Et l'information pour qu'on puisse débattre sereinement et raisonnablement de tous les sujets. Et là, c'est un sujet sur lequel, effectivement, on commence à avoir un peu plus de transparence, mais ça manque beaucoup. Et du coup, en 2015, il n'y avait rien du tout. Et c'est évident qu'il y a eu des rapports préparatoires, qu'il y a eu des notes, qu'il y a eu des discussions, il y avait des négociations, donc il y avait forcément des éléments liés à cette négociation. Mais aujourd'hui, comme par hasard, on les retrouve pas, on ne veut pas en parler. C'est quand même un petit peu surprenant. C'est ça qui est étonnant, parce que évidemment, un projet pareil, vous imaginez, de cette ampleur, évidemment, comme vous dites, il y a eu des papiers. Mais dites-moi, justement, le Sénat qui s'est caractérisé et bien par un certain nombre de commissions d'enquête, ces années récentes et surtout ces mois récents, est-ce qu'il y aurait une possibilité, est-ce que le Sénat va ou ne va pas s'emparer, en tout cas, dire pourquoi on ne crée pas une commission d'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé? 2015 n'est pas si loin, quand même. Alors, c'est pas possible. Pour l'instant, j'ai pris connaissance de l'article de Marianne. C'est vrai qu'on a fait, nous, une commission d'enquête en 2020. On ne peut pas en faire tous les ans non plus sur un même sujet. C'est-à-dire qu'il y a des commissions d'enquête sur différents sujets. Mais en tout cas, ça peut valoir une mission d'information ou quelque chose qui puisse prolonger notre travail. De toute façon, c'était notre volonté, en fait, de faire vivre notre rapport. Et je suis content qu'il vive aujourd'hui et qu'il serve de base à pas mal de travaux sur les autoroutes. Oui. Et c'est vrai que ça serait quelque chose, même si on est un peu plus tourné vers l'avenir, vers la préparation de l'avenir. Mais l'éclairage du passé est toujours intéressant aussi pour voir un peu ce qui s'est passé et pas renouveler les erreurs si on en a fait. Oui. C'est toujours intéressant. Mais vous savez, en fait, si évidemment ça provoque autant de, enfin en tout cas quelques bruits, c'est le moins que de remous, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est parce que ça concerne 3 personnes qui à l'époque jouaient déjà un rôle non négligeable, mais qu'aujourd'hui sont à la tête de l'État. Emmanuel Macron, Alexis Kohler, qui est considéré comme son cerveau droit, Elisabeth Borne, première ministre, même si Ségolène Royal n'est plus effectivement, en tout cas, en pleine lumière. Mais ce qui est étonnant, c'est que, alors on va voir, évidemment, vous allez me dire, c'est paru il y a quelques jours, mais est-ce que ces personnes-là, à votre avis, je parle aussi bien aux sénateurs qu'aux citoyens, qu'au vice-président du Sénat, bien sûr. Est-ce que ces personnes, quelles qu'elles soient, et ça aurait pu être quelqu'un de gauche, de droite, du centre, etc., ne devraient-elles pas s'expliquer un peu là-dessus pour dire, soit pour démentir, soit pour dire mais non, les rapports sont là, etc. Ce qu'on ne comprend pas à chaque fois, c'est ce silence, c'est ce circuler et rien à voir, Vincent Delahaye. Oui, ça c'est une formule que j'ai déjà utilisée pour les autoroutes, mais c'est vrai qu'elle revient assez souvent dès qu'on pose des questions. Moi, je considère que de toute façon, tout responsable public et les protagonistes de l'époque qui sont aujourd'hui effectivement sur des responsabilités très importantes au sommet de l'État, c'est évident pour moi qu'il devrait y avoir des explications qui soient données. On peut pas comme ça soulever un certain nombre de questions sans avoir de réponse. Oui. Et j'espère qu'on n'attendra pas plusieurs années avant d'avoir les réponses. Parce que c'est évident qu'au niveau des services de l'État et du gouvernement de l'époque, il y a eu un travail préparatoire qui a dû être formalisé. C'est pas possible autrement. Et qui a dû durer quelques mois, au moins, voilà. Sinon plus. Oui, qui a duré quelques mois, même si le gouvernement de l'époque était sous pression, parce que Ségolène Royal avait pris une décision un peu solitaire et de gel des tarifs pour 2015. Ouais. En fait, ce gel des tarifs 2015, en fait, on l'a payé jusqu'en 2023 et en fait, on l'a surpayé à nouveau. À chaque fois, en fait, on surpaye des choses et c'est vrai que c'est assez pénible.
parce qu'au bout du compte, c'est les usagers qui payent. Oui, donc il y a un moment donné où il faut quand même faire la clarté sur ce sujet et mettre tout sur la table pour qu'on puisse débattre de façon sereine. Parce que certains veulent reprendre au niveau de l'État la gestion des autoroutes. Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Je pense que la concession est plutôt une bonne chose, mais à condition qu'on ait un bon contrat et un bon suivi. C'est ça, j'allais vous poser la question. Vous êtes plutôt pour rester dans ce cadre-là de la privatisation. Moi, je trouve que la concession à des sociétés privées, en fait, les autoroutes appartiennent toujours à l'État. En fait, c'est leur gestion qui est concédée à des sociétés privées. Et à partir du moment où on a un bon contrat et un bon suivi, c'est une formule qui est gagnante pour tout le monde. On a des gens compétents qui font le travail et qui le font bien. Souvent, les services, vous savez, les services de l'État ne gèrent pas toujours parfaitement. Certes. Il y a pas mal de domaines dans lesquels on pourrait avoir des grosses critiques sur la gestion de l'État. Donc, se dire ça va être la gestion de l'État, ça va être parfait, on va récupérer l'argent, c'est pas vrai. En fait, on va en dépenser plus et du coup, au bout du compte, on en aura moins. À une condition, monsieur le sénateur, c'est que le citoyen qui prend sa voiture ne soit pas automatiquement, découvre pas la surtaxation des prix de l'autoroute, parce que ça monte. C'est évident, c'est monté beaucoup trop. Mais ça, c'est le contrat aussi qui est mal ficelé. Là, c'est une erreur initiale. C'est l'erreur initiale. Quand Jospin a commencé à ouvrir le capital des autoroutes du sud de la France à Vinci, puis de Villepin, la totalité du capital, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils auraient dû revoir les contrats. C'est pas possible qu'on indexe sur 70% de l'inflation alors que les charges des sociétés d'autoroutes ne sont pas du tout à cette hauteur-là. Oui, c'est ça. On a indexé d'un côté et pas de l'autre. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de 4,75 en 2023, là, on leur donne 300 millions de profits supplémentaires par an. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que nous, on pousse énormément à ce qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on force, on oblige les sociétés d'autoroutes à se mettre autour de la table, parce qu'elles font la stratégie de l'édredon. C'est-à-dire que effectivement, circuler, il n'y a rien à voir, on reste sur nos contrats et on n'en bouge pas. Et ça, c'est une situation qui n'est pas tenable. Donc il appartient, comme vous dites, aux parlementaires peut-être de faire pression, au bon sens du terme. Nous, on fait pression au maximum et ce qu'on souhaite, c'est que le rapport de force s'inverse, c'est que ça soit la puissance publique qui soit en rapport de force et pas les sociétés d'autoroutes. C'est pas possible que des sociétés concessionnaires soient en position de force par rapport au concédant qu'est l'État. Eh bien, moi, je suis sûr, Vincent Delahaye, que si Emmanuel Macron, Alexis Collère et Elisabeth Borne y mettaient du leur, eh ben, les sociétés peut-être céderaient. Ah ben je suis sûr qu'en tout cas on aurait une situation plus confortable et plus normale et plus favorable à la fois aux usagers et aussi à la puissance publique qui doit y retrouver ses petits. Donc et là aujourd'hui c'est plus le cas. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup nous depuis quelques années là, et puis on est content que dans les médias aussi on en parle beaucoup. Je pense que ça intéresse les Français et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on ait de la clarté et de la transparence. Eh bien écoutez, on suivra ça. En tout cas, merci pour vos éclaircissements, Vincent Delahaye. Merci à vous.